Il fait face à une accusation de meurtre au second degré pour avoir intentionnellement causé la mort de l'adolescent en tuant Devon avec un couteau, en prenant des photos des conséquences, puis en publiant ces photos sur les réseaux sociaux. Le détective Eric Mata a arrêté Turber pour révocation de caution et suspicion d'intrusion criminelle, car l'enquête sur la disparition de Jody Sanderholm a révélé que Turber se trouvait sur le campus universitaire, là où le détective pensait qu'il ne devait pas être. Internet était censé faciliter la vie, mais pour ces harceleurs, il est devenu un terrain de chasse. Ils observaient, obsédaient et complotaient jusqu'à ce que leur fixation numérique devienne mortelle. Certains ont traqué leurs victimes pendant des mois, d'autres se cachèrent derrière de fausses identités, mais un homme, Brandon Clark, a franchi un seuil terrifiant. Entrons dans le vif du sujet. Il continue de retirer des preuves potentielles de l'appartement situé au-dessus d'un pub où Matthew Pike a été poignardé à mort. Mais l'attention s'est également portée sur le monde complexe des jeux vidéo et des forums en ligne. Matthew Pike et sa petite amie, Joanna Wheaton, menaient une vie tranquille à Nottingham, en Angleterre. Ils partageaient un appartement au-dessus du pub des Orange Tree et passèrent leur temps libre à gérer un forum de jeux en ligne. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que l'un des membres de leur forum, David Ice, les observait, s'obsédait, attendant le moment de s'immiscer dans leur vie réelle. Ice, un Allemand de 21 ans, n'était pas simplement un joueur occasionnel de leur communauté de jeux en ligne. Il avait développé une obsession malsaine pour Joanna, qui s'est transformée en un véritable harcèlement. Et lorsque la réalité n'a pas correspondu à ses fantasmes, il a pris un vol pour l'Angleterre et a frappé à leur porte. David Ice n'arrêtait pas d'envoyer des messages à Joanna, les compliments se transformant en diatribes possessives, les conversations amicales en supplications désespérées pour attirer son attention. Mais peu importe le nombre de fois où Joanna le repoussait, Ice refusait de lâcher prise. Matthew, de plus en plus agacé par l'attention non désirée de Ice, a décidé d'intervenir. Il l'a averti de s'éloigner, l'a banni du forum et a clairement fait comprendre que Joanna ne voulait rien avoir à faire avec lui. Cela aurait dû être la fin de l'histoire, mais au lieu de cela, ce fut le début de quelque chose de bien pire. Le 21 juin 2008, Ace a pris un avion pour le Royaume-Uni. Aucun avertissement, aucun message, juste une obsession à sens unique qui avait atteint un sommet mortel. Quelques heures plus tard, il se trouvait devant l'appartement de Matthew. Ice n'avait pas été invité. Il avait mémorisé l'adresse à partir d'un message sur un forum en ligne. Ce qui s'est passé ensuite fut brutal et rapide. Dès que Matthew a ouvert la porte, Ace a attaqué. Avec un couteau qu'il avait caché dans son sac, il a poignardé Matthew 86 fois. Une attaque frénétique, alimentée par la rage, tout cela parce que Matthew se trouvait entre lui et son obsession. La police a continué de retirer des éléments de preuve potentiels de l'appartement situé au-dessus d'un pub où Matthew Pike a été poignardé à mort. Et puis Ice est simplement parti. Il a pris un train pour retourner à l'aéroport, a pris l'avion pour rentrer chez lui en Allemagne et a agi comme si de rien n'était. Quelques jours après qu'elle ait découvert son corps, un passionné allemand de jeux vidéo se faisant appeler David Ice a laissé un message sur sa page Facebook. Le message disait « Tu dois souffrir d'une douleur inimaginable. Je suis désolé d'avoir causé tant de problèmes ces derniers temps. » Mais Ice a laissé derrière lui un élément de preuve crucial, une empreinte digitale ensanglantée sur l'ordinateur de Matthew. La police a rapidement fait le lien. Joanna, dévastée et terrifiée, a raconté aux enquêteurs les mois de harcèlement, le harcèlement en ligne, l'obsession grandissante. Et lorsque les autorités ont vérifié l'activité en ligne de Ice, elles ont découvert quelque chose d'encore plus glaçant. Juste un jour après le meurtre, Ice s'est connecté sur le forum de Matthew comme si de rien n'était. Cela a conduit la police du Nottinghamshire en Allemagne et des démarches juridiques sont en cours pour ramener leurs suspects en Grande-Bretagne. Les autorités ont agi rapidement. L'Allemagne a arrêté Ice et malgré des batailles juridiques initiales, il a été extradé au Royaume-Uni pour y être jugé. Il n'a montré aucun remords au tribunal, affirmant que cela n'avait jamais concerné Joanna, mais plutôt un différend personnel avec Matthew. Ice a admis s'être rendu à Nottingham et avoir poignardé Matthew Pike. Mais il a affirmé qu'il ne l'avait fait qu'en légitime défense. David Ice avouait un homicide involontaire, pas un meurtre prémédité. Lors du prononcé de la sentence, le juge a qualifié Ice de tueur froid et calculateur, décrivant son crime comme prémédité et obsessionnel. Joanna était assise dans la salle d'audience, tremblante en écoutant, consciente de la proximité avec laquelle elle avait failli devenir sa cible. Le 11 mai 2009, le jury a reconnu David Ice coupable du meurtre de Matthew Pike à la cour d'assises de Nottingham.
Il a été condamné à la réclusion à perpétuité. Les parents de Matthew, dévastés, ont qualifié Heiss de lâche qui avait détruit leur famille à cause d'un délire. Noël a été horrible. Nous n'avions vraiment pas envie de le fêter. Nous ne voulions rien faire, mais nous avons des petits-enfants et il y a encore Adam à prendre en compte. Alors, nous avons fait de notre mieux et nous avons traversé cette épreuve. David Heiss a été condamné à la prison à vie, mais pour les proches de Matthew, aucune peine ne pourra réparer ce qui leur a été volé. Un harceleur qui traverse les frontières pour assassiner sa victime de sang-froid, c'est terrifiant. Mais que se passe-t-il lorsque le harceleur est déjà proche ? L'obsession de Michael Lane s'est transformée en un acte brutal de vengeance contre quelqu'un qui lui avait autrefois accordé sa confiance. Ne recommence pas, c'est tout. Et si tu t'approches encore de la maison, Je ne m'approcherai plus de la maison ni ne te recontacterai, d'accord ? Je voulais juste... Je pense que c'est mieux. Un juge a condamné aujourd'hui Michael Lane, le meurtrier de Sienna Grice, âgé de 19 ans et originaire de Port Slade, à la réclusion à perpétuité, avec une peine de sûreté d'au moins 25 ans avant qu'il puisse être envisagé pour une libération conditionnelle. À première vue, Michael Lane semblait être un homme ordinaire, un homme calme et réservé vivant à Brighton, en Angleterre. Mais sous la surface, il était obsédé de façon maladive par son ex-petite amie, Shona Grice. Shona n'avait que 19 ans lorsqu'elle est devenue la cible de l'obsession inquiétante de Lane. Elle était passée à autre chose, avait commencé à fréquenter quelqu'un d'autre, mais Lane refusait de lâcher prise. Son comportement a dégénéré. Il la suivait jusqu'à son travail, s'introduisait chez elle, volait des objets personnels et allait même jusqu'à manipuler sa voiture. Lane s'était introduit chez elle pour la regarder dormir après avoir volé sa clé de maison. Elle a signalé Lane à la police pour harcèlement à 5 reprises en 6 mois. Elle l'a signalé à la police à 5 reprises distinctes. Au lieu de la protéger, ils lui ont infligé une amende pour avoir fait perdre du temps à la police. Malgré l'escalade du comportement de Lane, les autorités ont rejeté ses craintes. Lorsqu'elle l'a trouvé caché devant chez elle au beau milieu de la nuit, les agents n'ont toujours rien fait. Même après qu'il l'a agressée, ils lui ont dit qu'il ne s'agissait que d'une dispute de couple. Lane était devenu obsédé par Shona et ne pouvait pas accepter qu'elle ne veuille pas être avec lui. Ce verdict ne ramènera pas Shona. Puis, le 25 août 2016, Lane a fait son dernier geste. Ce matin-là, il a attendu devant chez elle, observant. Dès que ses parents sont partis travailler, il s'est introduit chez elle. Lane a attaqué Shona dans sa chambre, lui couvrant la bouche pour étouffer ses cris. Il lui a ensuite infligé une blessure mortelle au cou avant de mettre le feu à sa chambre pour détruire les preuves. Lorsque les pompiers sont arrivés, il était déjà trop tard. Lane avait déjà pris la fuite, mais la police a rapidement remarqué quelque chose de suspect. Il avait été filmé par une caméra de surveillance en train d'acheter un bidon d'essence quelques heures avant l'incendie. On l'a vu sur les images de vidéosurveillance cet après-midi-là, en train de remplir un bidon d'essence rouge à la station-service Sainsbury's de West Hove. Il a également mis des allumettes et des vêtements de rechange dans sa voiture. Et lorsqu'ils ont vérifié son téléphone, ils ont trouvé des dizaines de messages inquiétants retraçant ses déplacements et obsédé par sa routine quotidienne. Michael Lane a été arrêté le jour même. Au tribunal, il n'a montré aucune émotion, même lorsque l'accusation a exposé les détails brutaux de ce qu'il avait fait. Mais la porte de la chambre était relevée, à moitié ouverte à nouveau. Elle était par terre. Parle-moi de ton raisonnement à ce moment-là, de ce qui t'a fait penser. D'accord, plutôt que d'appeler la police et l'ambulance, je vais simplement partir. Après seulement 2 heures de délibération, le jury l'a déclaré coupable de meurtre. Il a été condamné à la prison à vie avec une peine minimale de 25 ans. La famille de Shona était dévastée, non seulement par sa perte, mais aussi par la négligence flagrante de la police. S'ils avaient pris son signalement au sérieux, elle serait peut-être encore en vie. La famille de Shona a publié une déclaration dans laquelle elle disait « Nous sommes très soulagés que l'homme qui a tué notre précieuse Shona, notre fille unique, purge une longue peine de prison bien méritée. Michael Lane est un homme dangereux et obsessionnel. » Dans les années qui ont suivi, une enquête a révélé de multiples défaillances dans la manière dont la police avait géré son dossier. Plusieurs agents ont été sanctionnés et de nouvelles lois ont été proposées pour améliorer la façon dont les autorités répondent aux victimes de harcèlement. Mais pour les proches de Shona, c'était trop peu, trop tard. Et insuffisant décrit parfaitement le type de prise en charge dont Shona Grice a bénéficié, une jeune femme qui s'est tournée vers la police pour être protégée et qui a été assassinée par la personne même contre laquelle elle leur avait demandé de la protéger. L'affaire Shona Grice a montré à quel point il peut être dévastateur d'ignorer les signaux d'alerte. Mais l'affaire suivante porte le harcèlement à un autre niveau, où l'obsession s'est transformée en une embuscade mortelle.
Les dernières informations sur le meurtre de cette étudiante de 21 ans de l'Université de l'Utah, tuée par son ex-petite amie quelques instants après avoir parlé avec sa mère au téléphone. La police de l'université doit répondre à des questions sur la manière dont elle a géré de multiples signalements. Par une fraîche nuit d'octobre 2018, le campus de l'Université de l'Utah était animé d'étudiants se rendant dans leurs dortoirs, bibliothèques et séances d'études tardives. Mais pour Lauren McCluskey, une athlète de 21 ans spécialisée en athlétisme, la nuit allait prendre une tournure tragique. Une relation qu'elle pensait autrefois sans danger s'était transformée en cauchemar. Un cauchemar qui finirait en tragédie. Lors de son audience, il déclara ceci. Chaque femme que j'ai rencontrée ou croisée, j'ai utilisé mes techniques de manipulation pour obtenir ce que je voulais. Lauren avait rencontré Melvin Rowland, un homme plus âgé apparemment charmant, dans un bar local. Ce qu'elle ignorait, c'est que Rowland vivait dans le mensonge, utilisant une fausse identité pour dissimuler son passé criminel troublant. Il avait passé des années en prison pour des infractions répugnantes, mais ce n'était pas l'histoire qu'il avait racontée à Lauren. McCluskey est sorti avec Rowland pendant 1 mois, mais a rompu le 9 octobre après avoir découvert qu'il avait menti sur son nom, son âge et qu'il était un délinquant sexuel enregistré. Au fur et à mesure que leur relation avançait, la vérité s'est lentement dévoilée. Lauren a découvert son vrai nom et son statut de criminel condamné. Horrifiée, elle a immédiatement mis fin à leur relation, mais Rowland n'était pas prêt à la laisser partir. Je pense qu'ils essaient de m'attirer quelque part. Savez-vous quand une arrestation sera effectuée? Elle a parlé à la police plus de 20 fois, implorant de l'aide à propos de son ex-petite ami, un manipulateur chevronné qui avait Lauren dans sa ligne de mire. Son obsession a pris une tournure sombre. Appels incessants, harcèlement sur le campus et même piratage de ses comptes en ligne. Lauren a signalé son comportement à la sécurité du campus et à la police locale, mais les avertissements n'ont pas été pris au sérieux. Même lorsqu'elle a dit aux autorités qu'elle était suivie, ils ont minimisé la situation. Et puis, le 22 octobre 2018, Rowland est passé à l'action. Ce soir-là, Lauren rentrait à pied à son dortoir en parlant au téléphone avec sa mère. La conversation était normale jusqu'à ce qu'elle pousse soudainement un cri. Rowland l'avait prise en embuscade dans un parking sombre, l'avait traînée dans une voiture et lui avait tiré dessus à plusieurs reprises. La mère de Lauren, toujours en ligne, a entendu les derniers instants de sa fille. Alors que la police envahissait la zone, Rowland était déjà parti. Il avait planifié sa fuite, quittant le campus, sautant d'un bâtiment à l'autre et essayant de garder une longueur d'avance sur les forces de l'ordre. Mais la poursuite n'allait pas durer longtemps. La police de Salt Lake City, dans l'Utah, déclare que l'homme accusé d'avoir tiré et tué une étudiante à l'Université de l'Utah la nuit dernière s'est donné la... Les enquêteurs affirment que le corps de Melvin Rowland, âgé de 37 ans, a été retrouvé dans une église du centre-ville. Quelques heures plus tard, il a été aperçu près d'une église locale. Avant que la police ne puisse l'arrêter, Rowland a été retrouvé mort sur les lieux. Lauren n'a jamais obtenu la protection dont elle avait besoin. Malgré ses appels répétés à l'aide, elle a été abandonnée à tous les niveaux. Les responsables de l'université, les forces de l'ordre et la sécurité du campus ont tous eu l'occasion d'arrêter Rowland, mais personne n'a agi avant qu'il ne soit trop tard. Pour accélérer les choses, savez-vous quand une arrestation sera effectuée? Vous pouvez parler à un agent si vous le souhaitez. Je peux organiser cela si vous le voulez. D'accord. Oui, ça me paraît bien. Cette arrestation n'a jamais eu lieu. Son meurtre a suscité l'indignation à l'échelle nationale. Comment un criminel condamné a-t-il pu passer entre les mailles du filet? Pourquoi les avertissements n'ont-ils pas été pris au sérieux? Les enquêtes sur la gestion de l'affaire de Lauren ont révélé de graves lacunes dans le traitement des cas de harcèlement et de traque. L'université a été tenue responsable, faisant face à des poursuites judiciaires et à des changements de politique pour éviter qu'une autre tragédie comme celle de Lauren ne se reproduise. Une chose qu'elle m'a dite, c'est « j'ai l'impression de les déranger » parce qu'elle appelait tellement souvent. Et je me souviens lui avoir dit « c'est leur travail de t'écouter, tu sais, si tu te plains de... » Mais ils n'écoutaient pas. Non, ils n'écoutaient pas, ils n'écoutaient pas. Les parents de Lauren ont transformé leur chagrin en action. Ils se sont battus pour des lois plus strictes contre le harcèlement, des réformes de la sécurité sur les campus et la création de la Lauren McCluskey Foundation, visant à protéger les jeunes femmes des relations violentes. Sa mère, Jill McCluskey, est devenue une ardente défenseur, veillant à ce que le nom de Lauren ne soit jamais oublié. Lauren McCluskey adorait l'athlétisme. Aujourd'hui, c'est là que se rassemblent ceux qui l'aimaient. C'est vraiment difficile de faire la paix avec quelque chose qui aurait vraiment pu être évité. Mais au cœur de tout cela demeure une réalité glaçante. Lauren a tout fait comme il fallait. Elle a signalé le danger, elle a demandé de l'aide et pourtant, elle a été ignorée. L'affaire Lauren McCluskey a révélé le danger d'ignorer des signaux d'alerte évidents, mais le cas suivant est tout aussi troublant.
Brandon Clark, un homme dont l'obsession est devenue mortelle, a commis un crime choquant qui s'est déroulé en temps réel. Il est allégué que le 14 juillet 2019, alors que vous étiez ici dans la ville d'Utica, en tant que poursuivant derrière nous avec l'intention de causer la mort de Bianca Davis. Il a effectivement causé la mort, comme il l'a fait. Comme vous l'avez probablement entendu, il a filmé l'homicide. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis très reconnaissant que 12 jurés de notre communauté n'aient pas à voir ce que Brandon a fait à Bianca. Les réseaux sociaux relient les gens à travers le monde. Mais pour Bianca Devins, une amitié en ligne s'est transformée en obsession mortelle. À seulement 17 ans, Bianca s'était constituée une communauté en ligne, partageant sa passion pour l'art, la musique et la mode. Mais derrière les likes et les commentaires, un admirateur voulait plus qu'une simple amitié. Et lorsqu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, la situation a pris une tournure horrible. Une jeune femme de 17 ans, populaire sur les réseaux sociaux, a été assassinée à Utica, dans l'État de New York, en 2019. Son meurtrier a publié les images de son corps en ligne et elles sont rapidement devenues virales. Bianca avait rencontré Brandon Clark, un jeune homme de 21 ans originaire de New York, via Instagram. Ils se sont rapprochés grâce à des centres d'intérêt communs, mais Bianca n'a jamais considéré leur relation comme romantique. Pour elle, Brandon était un ami. Pour lui, elle représentait tout son univers, et cet univers était sur le point de s'effondrer. Mais tout est devenu très concret lorsqu'un appel au 911 a été passé par Brandon Clark. Nous l'avons en ligne en ce moment. Un jeune homme avec qui Bianca était sortie ce soir-là. Je m'appelle Brandon. La victime est Bianca Michelle Devins. Brandon est devenu de plus en plus possessif, surveillant ses interactions et devenant jaloux lorsqu'elle parlait à d'autres hommes. Sa frustration a explosé le 14 juillet 2019, après qu'ils aient assisté ensemble à un concert. Ce soir-là, on a vu Bianca discuter avec un autre garçon, une simple conversation qui a plongé Brandon dans une rage jalouse. Au lieu de ramener Bianca chez elle, il l'a emmenée dans un endroit isolé où son obsession s'est transformée en pure violence. Salut. Tu ne veux pas voir ça, mon pote. Qu'est-ce que tu fais, mec? Brandon est armé d'un couteau. Après une brève lutte, la police a désarmé Clark et l'a placé en état d'arrestation. Les enquêteurs ont rapidement découvert le corps de Bianca sous une bâche. Monsieur, vous feriez mieux d'envoyer quelqu'un chez la mère. Aux premières heures du matin, Brandon a attaqué Bianca dans sa voiture, mettant fin à sa vie de manière brutale et calculée. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a pris des photos de ce qu'il avait fait et les a publiées en ligne. Les autorités ont abandonné l'accusation de promotion de contrebande en prison. Clark aurait fabriqué une arme artisanale avec une brosse à dents. Sa condamnation est prévue le 6 avril. En quelques minutes, les images se sont répandues sur les réseaux sociaux, horrifiant amis, familles et parfaits inconnus. Certains ont même cru à une blague morbide, jusqu'à ce que la police confirme l'impensable. Brandon a ensuite publié un message d'adieu exprimant sa détresse et ses intentions. Lorsque les autorités l'ont retrouvé, il était allongé par terre, à côté du corps de Bianca, un couteau à la main. Mais son plan ne s'est pas déroulé comme prévu. Brandon a survécu à ses blessures et a été placé en garde à vue. Ce qui a suivi fut un procès très médiatisé qui a mis en lumière les dangers des obsessions toxiques en ligne. Selon la police, le mobile du meurtre serait la jalousie de Clark après que Devins ait embrassé quelqu'un d'autre lors de ce concert. Il a plaidé coupable et a été condamné à une peine de 25 ans à perpétuité. Mais la famille de Bianca ne cherchait pas seulement la justice, elle voulait aussi un changement. Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, Clark recevra une peine maximale de 25 ans à perpétuité. Les autorités ont abandonné l'accusation de possession de contrebande en prison. Clark aurait fabriqué une arme artisanale à partir d'une brosse à dents. La fondation Bianca Devins a été créée pour sensibiliser les jeunes aux dangers des prédateurs en ligne et de la violence numérique, afin que l'histoire de Bianca ne soit pas simplement une tragédie de plus, mais un avertissement. C'est aussi quelque chose que la famille de Bianca voulait qu'il fasse. La déclaration qui m'a marqué, c'est quand il a dit « Bianca ne méritait pas ça ». Et c'est vrai. Elle n'a rien fait pour mériter cela. Internet avait autrefois été un exutoire créatif pour Bianca, mais au final, c'est devenu l'outil dont son meurtrier s'est servi pour exploiter sa mort. Sa famille, dévastée mais déterminée, s'est depuis battue pour des mesures de sécurité en ligne plus strictes et a lutté contre les plateformes qui ont permis la diffusion des images choquantes. Mais peut-être que l'aspect le plus glaçant de cette affaire, c'est que Bianca a fait confiance à la mauvaise personne et qu'elle en a payé le prix ultime. L'affaire Bianca Devins a révélé la face sombre de l'obsession en ligne, mais la prochaine affaire est tout aussi troublante. Justin Thurber, un homme dont la fixation malsaine a conduit à un crime indicible qui a bouleversé toute une communauté. Un détenu du Kansas condamné à mort vient d'être jugé non atteint de handicap intellectuel.
C'est le résultat d'une décision d'un juge du comté de Cowley et cette décision renvoie désormais l'affaire devant la Cour suprême du Kansas, a été reconnu coupable de l'enlèvement brutal et du meurtre de Jody Sanderholm. En 2018, la plus haute cour de l'État a reporté la décision concernant l'exécution de Turber. Pour Jody Sanderholm, le 5 janvier 2007 devait être un jour comme les autres. Cette étudiante de 19 ans se rendait à l'entraînement de son équipe de danse, une routine qu'elle avait accomplie d'innombrables fois auparavant. Mais cette fois, elle n'est jamais rentrée chez elle. Cindy et le père de Jody, Brian, ont contacté ses amis, mais personne ne l'avait vue depuis qu'elle avait quitté son entraînement de danse. Ils ont également appris que Jody ne s'était pas présentée à une réunion qu'elle avait à midi. Au fil des heures, sa famille s'est de plus en plus inquiétée. Jody était responsable, fiable et ne manquait jamais un engagement. Plus il cherchait, plus il devenait évident que quelque chose n'allait vraiment pas. Les agents du service de police d'Arkansas City enquêtaient donc depuis plusieurs jours. Bonsoir, je suis Michael Schwenke. Toujours aucune piste sur la disparition de l'étudiante de 19 ans du Cowley County College, mais cela ne signifie pas que l'espoir diminue. Ce que personne ne savait à l'époque, c'est que Jody avait été secrètement suivie pendant des semaines, une ombre rôdant en arrière-plan, observant, attendant et planifiant son prochain geste. L'homme derrière cette ombre ? Justin Turber ? La police a également interrogé les amis de danse de Jody. Ils ont demandé si elles avaient remarqué quelqu'un de suspect essayant de traîner avec Jody ou autour du collège. Elles ont effectivement mentionné un homme nommé Justin Turber qui les observait depuis le parking. Un prédateur de petite ville avec un passé de harcèlement et de traque de femmes. Il avait été vu en train d'observer Jody à distance, rôdant près de son studio de danse et la suivant en ville. Mais personne ne pensait qu'il passerait réellement à l'acte, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce jour de janvier, Justin a vu sa chance. Le 5 janvier, on pouvait voir la Stratus noire de Jody quitter l'école, suivie d'une Cadillac bleue. La police a également constaté que Justin s'était rendu au collège plusieurs jours de suite avant le 5 janvier. Jody a été vue pour la dernière fois en train de quitter son cabinet et de se diriger vers sa voiture. C'est à ce moment-là que Turber est passé à l'action. Elle n'est jamais rentrée chez elle. Alors que ses amis et sa famille la cherchaient frénétiquement, les autorités ont concentré leur attention sur une seule personne, l'homme qui était obsédé par elle depuis des semaines. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne découvre la vérité troublante. Battu et étranglé à mort, Justin Turber a ensuite conduit sa voiture sur environ 16 km, l'a poussée depuis une rampe de mise à l'eau et l'a coulée au fond du lac de pêche de Cowley State. 3 jours plus tard, les enquêteurs ont retrouvé la voiture abandonnée de Jody près d'un lac. Puis, dans une zone boisée isolée, ils ont découvert son corps, caché, abandonné et livré aux éléments. Le crime était brutal et les preuves désignaient un seul suspect. Turber a été arrêté et ce qui a suivi fut un procès glaçant qui a révélé l'ampleur de son obsession. Jody n'a rien fait pour mériter ce qui lui est arrivé. Elle ne savait même pas qui était Justin Turber. Nous avons découvert lors du procès qu'il nous avait traqués, elle et moi, depuis à ce moment-là, 10 ans. Les procureurs ont exposé les faits. Ils la suivaient, planifiaient cela et attendaient le moment parfait. Mais peut-être que le plus troublant, c'est que Jody n'avait aucune idée de la dangerosité réelle de cet homme. L'ADN de Justin Turber a été retrouvé dans le véhicule de ma sœur. Il l'a fait, c'est certain, à 100%. Un jury est resté là pendant 2 semaines à écouter les preuves, et ils ont pris cela très au sérieux. En 2009, Justin Turber a été reconnu coupable et condamné à mort, une peine rare dans l'État du Kansas. Les Sanderholm voulaient que Justin reçoive la peine de mort. Plus de 60 témoins ont témoigné sur la montagne de preuves contre Justin. Le procès a duré 7 jours, mais le jury n'a délibéré que pendant 3 heures et demie. Justin Turber a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et a été condamné à mort en mars 2009. Mais même après le verdict, la famille de Jody a dû affronter une douloureuse bataille judiciaire. En raison de recours concernant sa capacité mentale, l'exécution de Turber a été indéfiniment reportée, ce qui signifie qu'il reste dans le couloir de la mort à ce jour. Pour les proches de Jody, la justice semble inachevée, mais ils continuent de se battre pour que sa peine soit maintenue. Jody Sanderholm avait un avenir prometteur devant elle, jusqu'à ce qu'elle croise la route de quelqu'un qui refusait d'accepter un refus. Son affaire est devenue un avertissement sur les dangers d'ignorer les comportements de harcèlement, menant à un renforcement de la protection des victimes. Mais le fait le plus troublant, c'est qu'elle n'a jamais su à quel point elle était réellement en danger. À suivre, Joshua Johnson, dont les actes ont transformé un simple désaccord en un acte terrifiant. Selon les documents d'arrestation, sa collègue de 17 ans, Riley Whitelaw, avait rejeté ses avances non désirées au travail. Elle a été retrouvée morte un soir dans la salle de pause.
Une journée ordinaire au Walgreens de Colorado Springs s'est transformée en cauchemar en juin 2022, brisant la routine paisible du magasin. Riley Whitelaw, une employée brillante et travailleuse de 17 ans, n'aurait jamais imaginé que son travail la mettrait en danger de mort. Son collègue, Joshua Johnson, avait développé une obsession pour elle, une fixation dangereuse qui a dégénéré en un acte de violence terrifiant. Je parie que tu aimes être étranglé. D'autres témoins ont également été appelés, dont l'assistant manager de Walgreens, ainsi que 2 amis de Riley. Tous les 3 ont déclaré avoir entendu des histoires sur le comportement étrange de Johnson envers Riley. Le comportement inquiétant de Joshua avait commencé bien avant le jour fatal. Il ne cachait pas son attirance pour Riley, malgré ses refus répétés. Riley avait même signalé son comportement à ses responsables, mentionnant que ses avances la mettaient très mal à l'aise. La direction, cependant, n'a pas su agir de manière décisive. La tension a atteint son paroxysme lorsque Riley a demandé des heures supplémentaires, sans se douter que cela la mettrait en contact plus étroit avec Johnson. Le 11 juin 2022, le magasin est devenu le théâtre d'un crime indicible. Alors que Riley se trouvait dans la salle de repos des employés cet après-midi-là, Joshua Johnson l'a confronté. Animé d'une détermination meurtrière alimentée par le rejet, il l'a attaqué avec une brutalité féroce. Les images de vidéosurveillance ont révélé que Johnson rôdait près de la zone avant le crime, ses intentions devenant évidentes rétrospectivement. Lorsque Riley n'est pas revenu à son poste, ses collègues ont commencé à s'inquiéter. En entrant dans la salle de repos, ils ont découvert une scène d'horreur. Le corps sans vie de Riley, entouré de signes d'une lutte violente. Johnson, quant à lui, a fui le magasin, laissant derrière lui des preuves accablantes, y compris son propre ADN. Les autorités ont rapidement lancé une chasse à l'homme, finissant par arrêter Johnson à plusieurs kilomètres de là. En garde à vue, son absence glaçante de remords n'a fait qu'accentuer la tragédie de la perte de Riley. Il se prépare à passer le reste de sa vie en prison, sans possibilité de libération conditionnelle. En octobre 2023, Joshua Johnson a fait face à un tribunal rempli de la famille et des amis endeuillés de Riley. Il n'a montré aucune émotion lorsque le jury l'a déclaré coupable de meurtre au premier degré, le condamnant à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La salle d'audience était chargée d'émotions lorsque la famille de Riley s'est adressée directement à Johnson, exprimant leur chagrin et leur colère. La mère de Riley a pris la parole avec une douleur à vif, qualifiant Johnson de monstre et espérant qu'il souffrirait chaque jour en prison. La dévastation s'est étendue au-delà de la famille, la communauté pleurant la perte d'une jeune vie fauchée bien trop tôt. Le meurtre de Riley a servi de rappel sombre des dangers d'une obsession incontrôlée et des conséquences dévastatrices de l'inaction face aux signes avant-coureurs. Tout ce que Riley entreprenait, elle s'y investissait toujours à fond. Riley était une personne gentille, aimante et empathique. À suivre, l'affaire de Jesse Matthew, un homme dont l'apparence digne de confiance cachait un prédateur sinistre. Âgé de 32 ans, il a déjà été inculpé pour l'enlèvement de Hannah Graham, une étudiante en 2e année à l'UVA, disparue le 13 septembre dernier. La police affirme qu'elle a été vue pour la dernière fois en compagnie de Matthew. Dans la pittoresque ville universitaire de Charlottesville, en Virginie, Jesse Matthew se cachait derrière une façade charmante. Aux yeux du public, il semblait être un homme ordinaire, mais sous la surface se cachait un tueur prédateur, dont les crimes ont brisé des familles et horrifié des communautés. Son nom est devenu tristement célèbre après la disparition de 2 jeunes femmes, Hannah Graham et Morgan Harrington, dans des circonstances étrangement similaires. Cette vidéo de surveillance provient du centre-ville de Charlottesville. On voit Hannah passer devant un pub, une station-service et une bijouterie courant par moments. Tout a commencé avec la disparition de Hannah Graham, 18 ans, en septembre 2014. L'étudiante de l'Université de Virginie a été vue pour la dernière fois sur des images de vidéosurveillance, marchant seule tard dans la nuit. Des témoins l'ont décrite en train de parler à un homme correspondant à la description de Matthew. Quelques jours plus tard, sa voiture a été retrouvée abandonnée, mais Hannah restait introuvable. Ce n'était pas la première fois que Matthew était soupçonné. En 2009, Morgan Harrington, une étudiante de Virginia Tech, a disparu après avoir assisté à un concert de Metallica. Son corps a été découvert des mois plus tard dans une ferme isolée. Malgré des preuves ADN reliant Matthew au meurtre de Morgan, ce n'est qu'avec l'affaire Hannah que la police a pu l'arrêter. Ce soir, les autorités révèlent que des preuves médico-légales pourraient relier cette affaire à une autre énigme. En 2009, Harrington visitait l'Université de Virginie pour un concert de Metallica lorsqu'elle a disparu. À mesure que les enquêteurs approfondissaient leurs recherches, un schéma glaçant est apparu. Jesse Matthew était un prédateur calculateur qui utilisait son charme pour attirer ses victimes avant de commettre des actes indicibles. Les 2 affaires ont suscité l'indignation et la peur, beaucoup se demandant comment un individu aussi dangereux avait pu échapper à la justice aussi longtemps.
Sa disparition a alors déclenché une vaste opération de recherche et Matthew a été capturé plus tard près de Galveston, au Texas. Les restes de Graham ont été retrouvés dans une zone rurale du comté d'Albemarle en octobre de l'année dernière. La traque de Matthew est devenue une affaire nationale. La police a finalement retrouvé sa trace sur une plage au Texas où il a été arrêté en septembre 2014. Son procès a révélé des détails choquants sur sa brutalité. Il avait enlevé et tué Hannah et Morgan, laissant derrière lui des preuves qui ont scellé son destin. Dans le cadre d'un accord de plaidoyer pour éviter la peine de mort, Matthew a avoué les 2 meurtres et a été condamné à 4 peines de prison à perpétuité consécutive, sans possibilité de libération conditionnelle. Bien que cet accord ait apporté une forme de clôture, il a laissé beaucoup de personnes avec un sentiment le sentiment que Matthew s'en était tiré trop facilement. La salle d'audience était tendue, alors que les familles de Hannah et Morgan prononçaient des déclarations bouleversantes sur l'impact de la tragédie. Elles ont décrit la douleur incommensurable de perdre leur fille à cause d'une violence aussi insensée. La mère de Morgan Harrington nous a dit qu'elle serait présente chaque jour où il serait au tribunal, parce qu'elle voulait le regarder. Vous savez, tu ne pourras plus jamais faire de mal à qui que ce soit. Matthew est resté impassible, son attitude froide contrastant fortement avec l'angoisse qui émanait des proches des victimes. Les preuves médico-légales présentées au cours du procès l'ont dépeint comme un tueur sans remords, dont les actes ont dévasté non seulement les familles, mais aussi des communautés entières. Sa cruauté a privé le monde d'un grand talent, mais le don durable de Hannah à nous tous, c'est qu'elle a permis que cet homme malfaisant soit arrêté et condamné. Elle a changé le monde, mais à un prix terrible. Le père de Hannah, John Graham, s'est adressé au tribunal avec des mots qui ont profondément résonné. Vous nous avez pris notre fille, notre lumière, notre joie. Vous ne l'avez pas seulement assassinée, vous avez tué une partie de chacun de nous. La douleur brute de la famille et la sévérité de la sentence prononcée par le juge ont été accueillies à la fois avec soulagement et tristesse. La finalité et la responsabilité obtenues aujourd'hui permettront à notre famille de rediriger son énergie vers la guérison et la reconstruction. L'absence de remords de Matthew a laissé une impression durable, faisant de lui un symbole des horreurs de la violence prédatrice. Ces crimes servent de rappel obsédant que le mal peut souvent se cacher à la vue de tous. Nous allons maintenant découvrir l'affaire troublante de Daniel Messel, dont le comportement prédateur a transformé la vie nocturne animée d'une ville universitaire en terrain de chasse. Daniel Messel a un long passé de violence et de problèmes d'alcool qui remonte à près de 30 ans, y compris cette affaire de 1987. Tout a commencé lors d'une soirée qui aurait dû être joyeuse pour Hannah Wilson, 22 ans, étudiante en dernière année à l'université d'Indiana. Nous étions au printemps 2015 et Hannah venait de fêter la fin des cours avec des amis. Mais cette joie s'est transformée en horreur indicible lorsqu'elle a disparu après avoir quitté un bar. Quelques heures plus tard, son corps a été retrouvé dans un champ isolé du comté de Brown, dans l'Indiana. Le meurtrier, un homme dont les tendances au harcèlement avaient évolué vers quelque chose de bien plus sinistre, Daniel Messel. Messel, un homme de 49 ans au passé violent, n'était pas un inconnu des forces de l'ordre. Les enquêteurs ont rapidement découvert un lien glaçant entre lui et Hannah. Sur la scène du crime, le téléphone de Messel a été retrouvé près du corps de la jeune femme, le reliant directement au meurtre. Mais ce crime n'était pas un cas isolé. Les autorités ont mis au jour un schéma inquiétant. Messel avait l'habitude de s'en prendre à des femmes vulnérables, rôdant dans l'ombre et attendant le moment parfait pour frapper. Pour Hannah, ce moment est arrivé alors qu'elle essayait de rentrer chez elle, croisant sans le savoir la route d'un prédateur. Messel l'a attaqué avec un objet contondant, provoquant des blessures graves qui lui ont coûté la vie. La brutalité de l'acte a choqué même les enquêteurs les plus aguerris. Mais au fil de l'enquête, il est devenu évident que ce n'était pas son premier crime violent. Reconnu coupable du meurtre de l'étudiante de l'IU, Hannah Wilson, il a commencé à purger une peine de 80 ans de prison. Au cours du procès, le comportement passé de Messel a été mis en lumière de façon saisissante. Des témoins ont décrit un homme qui avait une tendance à traquer et harceler les femmes. L'une des survivantes racontant avoir échappé de justesse à une agression des années plus tôt. Les procureurs ont dressé le portrait saisissant d'un homme qui se nourrissait de pouvoir et de contrôle, prenant pour cible de jeunes femmes comme Hannah dans le cadre de sa routine perverse. La salle d'audience était tendue alors que des preuves graphiques étaient représentées. Les photos de la scène de crime, associées aux témoignages sur les derniers instants de Hannah, ont visiblement bouleversé les jurés. Messel est resté stoïque, son absence de remords ne faisant qu'exaspérer davantage l'assistance. En 2016, Daniel Messel a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à 80 ans de prison, garantissant qu'il ne ferait plus jamais de mal à qui que ce soit. Pour la famille de Hannah, la sentence a été un moment doux amer. La justice avait été rendue, mais cela ne pouvait pas ramener la jeune femme brillante et ambitieuse qu'ils avaient perdue. Lui adresser la parole a été la chose la plus difficile qu'une mère puisse avoir à faire. Des enquêtes supplémentaires ont relié Messel à d'autres crimes non résolus, les autorités le soupçonnant d'être impliqué dans la disparition de Lauren Spirer, une autre étudiante de l'université d'Indiana disparue en 2011.
Bien qu'il n'ait jamais été officiellement inculpé dans cette affaire, le comportement prédateur de Messel a soulevé des questions sur le nombre réel de ses potentielles victimes. La salle d'audience lors du prononcé de la peine de Messel était remplie d'une émotion brute. La mère de Hannah s'est adressée directement à l'homme qui avait pris la vie de sa fille, ces mots résonnant dans le lourd silence. « Vous n'avez pas seulement pris Hannah, vous avez pris une part de chacun d'entre nous. » Messel, cependant, n'a montré aucune émotion, conservant la même attitude détachée qu'il avait affichée tout au long du procès. Son refus de reconnaître la douleur qu'il avait causée n'a fait qu'accentuer l'indignation de la communauté. À présent, envolons-nous vers Londres, où Delroy Easton Grant s'en est pris aux personnes les plus vulnérables de la ville, laissant derrière lui une traînée de peur et de dévastation qui s'est étendue sur des décennies. À son domicile tout proche, des enquêteurs de la police scientifique cherchaient encore des preuves contre lui. Ces crimes présumés remontent à 17 ans. Pendant près de 2 décennies, Delroy Easton Grant, tristement célèbre sous le nom de Night Stalker, a rôdé dans les paisibles banlieues du sud de Londres. Ses cibles n'étaient pas celles auxquelles la plupart des gens s'attendraient. Des personnes âgées, vulnérables, qui vivaient seules. La manière calculée dont il terrorisait ses victimes a transformé des quartiers entiers en lieux de peur, laissant des communautés entières sur le qui-vive. Le règne de terreur de Grant a commencé au début des années 1990. Sous le couvert de l'obscurité, il s'introduisait dans les maisons de victimes âgées, dont l'âge variait de la 60aine à la 90aine. Ce qui rendait ces crimes particulièrement glaçants, c'était le plaisir tordu qu'il tirait à prolonger le supplice de ses victimes. Sa méthode était aussi stratégique qu'horrifiante. Après avoir coupé les lignes téléphoniques et l'électricité, il s'introduisait dans les chambres à coucher, où il attaquait ses victimes et mettait leur maison sans dessus-dessous. Les séquelles psychologiques qu'il laissait étaient dévastatrices, de nombreuses victimes étant trop terrifiées pour rester chez elles après les agressions. Malgré de nombreux signalements et enquêtes, la police avait du mal à l'arrêter. La nature méticuleuse de ses crimes et une série d'erreurs dans l'enquête lui ont permis d'échapper à la capture pendant des années. Sa double vie, en apparence celle d'un père et d'un mari dévoué, n'a fait qu'accentuer le sentiment de trahison lorsque sa véritable identité a été révélée. Le tournant est survenu en 2009, lorsque les progrès de la technologie médico-légale ont permis de relier Grant à des preuves ADN retrouvées sur plusieurs scènes de crime. La police a mené une opération d'infiltration, ce qui a conduit à son arrestation alors qu'il rôdait dans les rues à la recherche de sa prochaine victime. La police métropolitaine a dû présenter ses excuses pour avoir manqué une occasion de l'arrêter en 1999 lorsque sa voiture avait été repérée sur les lieux d'un cambriolage. Lors de son procès en 2011, les procureurs ont détaillé les plus de 100 agressions qu'il avait commises, le qualifiant de l'un des délinquants sexuels les plus prolifiques de l'histoire britannique. La salle d'audience a entendu des récits bouleversants de survivants, dressant le portrait glaçant d'un homme qui se nourrissait de peur et de pouvoir. Grant a clamé son innocence tout au long du procès, mais les preuves étaient irréfutables. Il a été reconnu coupable de 29 chefs d'accusation, dont viol, agression et cambriolage, bien que les enquêteurs estiment que le nombre réel de ces crimes est bien plus élevé. Le juge lui a infligé 4 peines de réclusion à perpétuité, s'assurant qu'il ne pourrait plus jamais faire de mal à une autre victime. L'absence totale de remords de Grant lors du prononcé de la sentence a rappelé de façon glaçante sa nature froide et calculatrice. Son visage était resté impassible, même lorsque ses actes horribles étaient décrits en détail. Passons maintenant à Washington, D.C., où l'obsession tordue de John Hinckley Jr. s'est transformée en une tentative d'assassinat qui a bouleversé la nation jusqu'à son cœur. En 1981, une balle a frôlé de peu le cœur d'un président en exercice. Qui était l'homme qui a appuyé sur la gâchette? Voici comment l'histoire se souvient de John Hinckley Jr., l'homme obsédé qui a failli tuer Ronald Reagan. Le 30 mars 1981, la tranquillité de Washington, D.C. a été brisée par une tentative d'assassinat qui a failli coûter la vie au président Ronald Reagan. John Hinckley Jr. n'a pas agi par motivation politique, mais à cause d'une obsession glaçante pour l'actrice Jodie Foster. Son crime ne se résumait pas à un simple acte de violence. C'était l'aboutissement d'années d'illusions et de fixations, transformant une innocente starlette hollywoodienne en la cible involontaire d'un plan mortel. Hier, on a appris que Hinckley avait écrit de nombreuses lettres à l'actrice de 19 ans qui jouait dans le film Taxi Driver. La descente aux enfers de Hinckley avait commencé bien avant ce jour fatidique. Jeune homme, il luttait contre de profonds sentiments d'inadéquation et d'isolement, se repliant sur lui-même et s'éloignant de sa famille et de ses pairs. Lorsqu'il assista à une projection de Taxi Driver, il fut fasciné par Jodie Foster, qui incarnait une jeune femme prise dans un cycle de violence. Ce qui avait commencé comme de l'admiration se transforma rapidement en obsession alors qu'il suivait sa carrière et sa vie avec une détermination fanatique. Lorsque Foster s'inscrivit à l'université de Yale en 1980, Hinckley déménagea à New Haven, dans le Connecticut, pour la traquer. Il lui envoya des lettres inquiétantes, enregistra des messages audio décousus et tenta même de l'appeler directement. Mais ses tentatives pour attirer son attention échouèrent, le poussant à élaborer un plan choquant pour qu'elle le remarque. Le plan de Hinckley consistait à assassiner la figure la plus puissante du monde, le président des États-Unis.
Dans son esprit tordu, tuer le président Reagan lui vaudrait la reconnaissance qu'il désirait tant de la part de Foster. Le 30 mars 1981, armé d'un revolver de calibre .22, Hinckley se fondit dans la foule devant l'hôtel Washington Hilton, où Reagan prononçait un discours. Lorsque le président sortit du bâtiment, Hinckley ouvrit le feu, touchant 4 personnes, dont Reagan. La première balle atteint Jim Brady, le secrétaire de presse, à la tête. Il s'effondre au sol. Reagan a été grièvement blessé par une balle qui a ricoché sur la limousine et s'est logée près de son cœur. Le secrétaire de presse de la Maison-Blanche, James Brady, l'agent des services secrets Timothy McCarthy et un policier ont également été gravement blessés. La scène était chaotique alors que les agents se précipitaient pour maîtriser Hinckley tout en assurant la sécurité de Reagan. Hinckley a été immédiatement arrêté et la nation a retenu son souffle tandis que Reagan luttait pour sa vie à l'hôpital. De façon remarquable, le président a survécu, mais l'incident a laissé des séquelles permanentes, tant physiques qu'émotionnelles, chez toutes les personnes impliquées. Le jury avait déclaré Hinckley, alors âgé de 25 ans, non coupable pour cause d'aliénation mentale, mais avait ordonné son internement à vie dans un hôpital psychiatrique. Au tribunal, la défense de Hinckley s'est concentrée sur son instabilité mentale. Des psychiatres ont témoigné qu'il souffrait d'une dépression sévère et de psychose, ce qui a conduit à son obsession pour Foster et à sa conviction que la violence lui vaudrait son affection. Dans un verdict controversé, Hinckley a été déclaré non coupable pour cause d'aliénation mentale et interné dans un établissement psychiatrique plutôt qu'en prison. Hinckley a passé plus de 3 décennies à l'hôpital St. Elizabeth pour y suivre un traitement. Malgré sa libération éventuelle sous conditions strictes en 2016, beaucoup se sont demandé si la justice avait réellement été rendue, surtout au vu du traumatisme infligé aux victimes et à la nation. La réaction dans la salle d'audience au verdict concernant Hinckley a été un mélange d'indignation et d'incrédulité. Les survivants, comme James Brady, qui est resté handicapé à vie, sont devenus de puissants défenseurs du contrôle des armes à feu, motivés par la tragédie. La remarquable résilience de Reagan, qui s'est rétabli et a repris ses fonctions, est devenue un symbole de force pour le peuple américain. Jodie Foster, l'innocente catalyseur du crime de Hinckley, a été profondément bouleversée. L'actrice parle rarement de cette épreuve, mais il est évident que le harcèlement a laissé une empreinte durable sur sa vie. Pour des millions de personnes, l'obsession de Hinckley pour Foster a été un rappel glaçant de la façon dont le délire et la fixation peuvent dégénérer en tragédie nationale. À présent, nous nous tournons vers l'affaire Jamie R. Miller, où un moment de colère a conduit à une tragédie irréversible, laissant des vies brisées et des questions sans réponse. La grande nouvelle de ce soir à 17h, une information de dernière minute à Détroit. La police de Detroit indique qu'un homme est actuellement en garde à vue en lien avec l'enlèvement et le meurtre de l'infirmière du Detroit Medical Center, Patrice Wilson, qui a été tuée samedi. Regardez cette personne qui rôde à l'extérieur, portant un chapeau, un masque sur le visage et une longue perruque blonde. Les procureurs et la police affirment qu'il s'agit de Jamie R. Miller, âgé de 36 ans. Par un matin calme de mai à Detroit, dans le Michigan, l'infirmière Patrice Wilson terminait son service de nuit dans un hôpital local. Sans qu'elle le sache, Jamie R. Miller, son ex-petit ami devenu harceleur, rôdait dans l'ombre. Alors qu'elle montait dans sa voiture, Miller l'a prise en embuscade, s'introduisant de force dans le véhicule sous la menace d'une arme. Cet enlèvement allait se terminer par un crime glaçant qui a bouleversé toute la ville. Et c'était un homme qui, apparemment, refusait de la laisser tranquille, qui ne voulait pas respecter son souhait, qu'il la laisse en paix. L'obsession de Miller pour Patrice a commencé après la fin de leur relation. Incapable d'accepter qu'elle passe à autre chose, il a entamé une campagne de harcèlement, qui s'est dangereusement intensifiée avec le temps. Les autorités ont ensuite révélé que Miller avait des antécédents de violence, y compris des liens avec la disparition en 2011 d'une autre petite amie. Malgré son comportement inquiétant, personne n'aurait pu prévoir les événements horribles qui allaient me suivre. Dévoilant son plan présumé d'enlever son ex-petite amie, l'infirmière Patrice Wilson. Miller sait où travaille Wilson. Il sait à quelle heure elle termine son service. Ce matin fatidique, Miller a enlevé Patrice sur le parking de l'hôpital. Les images de vidéosurveillance ont capturé ce moment terrifiant, montrant sa lutte désespérée pour se libérer. Tragiquement, son corps a été retrouvé le lendemain dans le coffre de sa voiture, abandonné dans un quartier à plusieurs kilomètres de là. Elle avait été abattue d'une balle dans la tête, une exécution froide et calculée. Son agresseur a pris la fuite, conduisant son SUV Lincoln. Wilson a ensuite été retrouvée entassée dans le coffre de ce SUV. Elle avait été tuée par balle. L'affaire a rapidement progressé alors que les détectives retracèrent les déplacements de Miller. Grâce aux images de vidéosurveillance, aux témoignages et aux preuves numériques, les enquêteurs ont constitué un dossier accablant. Miller a tenté d'échapper à la justice, mais il a été arrêté seulement quelques jours plus tard. Son casier judiciaire, qui comprenait de multiples infractions, dressait le portrait d'un homme animé d'une rage incontrôlée et au passé dangereux. Elle essayait simplement de vivre sa vie, de travailler dur et de mettre fin à une relation dont elle savait qu'elle n'était pas bonne pour elle. Au cours de son procès, les procureurs ont mis en avant le schéma de Miller, qui ciblait les femmes l'ayant rejeté.
Les témoignages de membres de la famille, d'amis et même d'inconnus ont illustré la peur et la dévastation qu'il laissait derrière lui. Son effrayant manque de remords était pleinement visible à mesure que les preuves s'accumulaient contre lui. Miller a plaidé coupable de meurtre au premier degré et d'enlèvement, risquant une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La salle d'audience était tendue lorsque la famille de Patrice l'a confronté, leur voix tremblant de chagrin et de colère. Malgré leurs supplications émues, Miller est resté froid, son expression dénuée de tout remords. Sa condamnation a marqué la fin d'un sombre chapitre pour Détroit, mais a laissé en suspens des questions sur la capacité du système judiciaire à prévenir de telles tragédies. Livingston dit qu'elle ne peut pas supporter l'idée de perdre un autre enfant. En 2003, j'ai perdu un fils. Il faisait du vélo, il avait 15 ans, et une voiture l'a percuté. Les membres de la communauté ont organisé des veillées, pleurant la perte d'une femme pleine de vie dont l'existence a été brutalement interrompue par une violence insensée. Dans la salle d'audience, la mère de Patrice a prononcé une déclaration bouleversante, racontant le moment dévastateur où elle a appris la mort de sa fille. Je peux vous dire, je ne comprends pas ici. Quel genre de personne êtes-vous? D'où venez-vous? Qui peut même vous soutenir? Son absence de réaction n'a fait qu'accentuer l'indignation de ceux qui étaient présents. Pour la famille de Patrice, il n'y a eu aucune consolation, seulement la connaissance douce amère que son meurtrier passerait le reste de sa vie derrière les barreaux. Le manque de remords de Jamir Miller a mis en lumière les conséquences terrifiantes d'une obsession devenue mortelle. Mais l'affaire suivante se concentre sur Harvey Nichols, un homme dont la fixation a dégénéré en un crime brutal, laissant une communauté sous le choc. J'ai entendu des coups de feu et je me suis jetée à couvert. C'était horrible. Tout s'est passé si vite. Et la chose suivante que j'ai vue, c'était l'arme. Le 13 septembre 2005, le prestigieux grand magasin Harvey Nichols est devenu le théâtre d'un crime terrifiant. Au milieu des clients affairés, Michael Petch, un ancien agent de sécurité, s'est approché de Claire Bernal, une conseillère beauté de 22 ans, avec des intentions glaçantes. En quelques secondes, le magasin est passé d'un havre de luxe à une scène de chaos, alors que Michael mettait à exécution son plan dévastateur. Drame ce soir au grand magasin Harvey Nichols à Londres. La police a déclaré qu'un homme et une femme avaient été déclarés morts sur place. Michael Petch était devenu obsédé par Claire après une brève relation. Lorsque Claire a mis fin à leur histoire, son comportement a dégénéré. Il a commencé à la harceler sans relâche, lui envoyant des messages menaçants et la suivant dans chacun de ses déplacements. Claire, terrifiée, l'a signalé aux autorités. Michael a été arrêté et inculpé de harcèlement, mais malgré une libération sous caution assortie de conditions strictes, il a continué à traquer Claire. Le jour du meurtre, Michael a réussi à déjouer la sécurité du Harvey Nichols. Armé d'un pistolet 9 mm qu'il avait fait passer en contrebande au Royaume-Uni depuis la Slovaquie, il a suivi Claire jusque dans le hall de beauté. Des témoins se sont ensuite souvenus l'avoir vu faire les 100 pas près de son comptoir, le visage assombri par la colère. Alors que Claire discutait avec une collègue, Michael a sorti son arme et lui a tiré une balle dans l'arrière de la tête. Elle s'est effondrée sur le cou. Ce que nous avons établi, c'est que 4 coups de feu ont été tirés, puis un autre a été tiré dans le plafond, et ensuite il a retourné l'arme contre lui-même. Les clients ont hurlé et se sont jetés à terre pour se mettre à l'abri, pendant que Michael tirait 3 autres balles sur Claire avant de retourner l'arme contre lui. Les témoins ont décrit l'horreur d'avoir vu le corps sans vie de Claire sur le sol du magasin, entouré de verres brisés et de l'écho persistant des coups de feu. Derrière ce meurtre choquant, sur la rue commerçante la plus prestigieuse du Royaume-Uni, se cache une histoire d'amour, d'obsession et d'un phénomène très moderne, le harcèlement. L'obsession de Michael avait volé à Claire son avenir et laissé ses proches anéantis. Malgré les signalements de Claire aux autorités et les conditions de libération sous caution de Michael, il a pu se procurer une arme à feu et échapper à la surveillance. L'incapacité à protéger Claire d'un harceleur connu a suscité l'indignation dans tout le Royaume-Uni, entraînant des appels à des lois plus strictes contre le harcèlement et à un meilleur soutien pour les victimes. Quand ils m'ont raconté ce qui s'était passé, j'ai su que c'était Petch. Je le savais, tout simplement. J'ai dit, c'est Petch. La mère de Claire, Patricia Bernal, est devenue une fervente défenseur des victimes de harcèlement, consacrant sa vie à sensibiliser le public et à militer pour des réformes juridiques. Elle débordait de vie, se souvient Patricia, la voix brisée. Personne ne devrait endurer ce que Claire a vécu. J'ai découvert un autre monde dans lequel nous vivons. Et j'ai été protégée dans un cocon. Et j'ai mis mes enfants dans un cocon aussi. Le tollé public qui a suivi le meurtre de Claire a conduit à la création d'organisations comme Protection Against Stalking. Même si la justice n'a pas pu ramener Claire, son histoire est devenue un catalyseur de changement, donnant de la force à d'innombrables victimes de harcèlement qui pensaient ne pas avoir de voix. Notre prochain cas porte le harcèlement à un tout autre niveau. Stephen Duxbury, un homme dont les actes ont transformé les pires craintes d'une jeune femme en une réalité terrifiante. Concernant la mort suspecte d'une femme de 27 ans à Orlando.
Le corps de Sacha Samsudien a été retrouvé samedi soir dans son appartement à Uptown Place. Aux premières heures du 17 octobre 2015, Sacha Samsudien, une jeune femme dynamique de 27 ans au brillant avenir, a été retrouvée sans vie dans son appartement d'Orlando. Sacha avait passé une soirée agréable avec des amis avant que l'impensable ne se produise. Ce qui avait commencé comme une soirée ordinaire s'est transformé en cauchemar lorsque Stephen Duxbury, un agent de sécurité de sa résidence, a profité de sa position de confiance pour commettre un acte de violence inimaginable. Stephen Duxbury, un agent de sécurité de 33 ans travaillant dans la résidence, a profité de sa position pour prendre Sacha pour cible. Lorsque Sacha, légèrement alcoolisé, a eu du mal à retrouver ses clés pour entrer dans son appartement, Duxbury s'est proposé de l'aider. Ce qui semblait être un geste de gentillesse a rapidement pris une tournure sinistre. Les images de vidéosurveillance ont montré Sacha entrant dans la résidence, suivi de près par Duxbury, une scène glaçante qui entra plus tard les enquêteurs. En tant qu'agent de sécurité, il a utilisé son accès pour s'en prendre à quelqu'un de très vulnérable. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé à huis clos, mais les preuves ont révélé une histoire d'horreur. Duxbury a utilisé son pass électronique pour entrer dans l'appartement de Sacha. Là, il a lancé une attaque brutale, l'étranglant dans une tentative désespérée de faire taire ses cris. Sacha s'est battu pour sa vie, griffant Duxbury et laissant des preuves ADN sous ses ongles, un témoignage silencieux de sa lutte. Ils ont commencé à recueillir des preuves dans l'appartement propre et bien rangé de Sacha Samsudien après avoir trouvé son corps sans vie dans son lit le 17 octobre. Le lendemain matin, les amis de Sacha se sont inquiétés lorsqu'elle n'a pas répondu aux appels ni aux messages. Leurs craintes se sont transformées en dévastation lorsque son corps sans vie a été découvert dans son appartement, enveloppé dans une couverture. Les enquêteurs se sont rapidement concentrés sur Duxbury, après avoir découvert des preuves accablantes, une utilisation abusive du badge d'accès, des incohérences dans son alibi, et l'ADN de Sacha retrouvé sur lui. La communauté, autrefois confiante envers son personnel de sécurité, a été plongée dans la stupeur et la peur. La mort est le résultat d'une asphyxie et d'un type particulier d'asphyxie, la strangulation manuelle. Le procès a été éprouvant. L'accusation a présenté les preuves avec une grande minutie, dressant le portrait glaçant d'un homme ayant trahi sa position de confiance pour assouvir ses désirs tordus. La famille et les amis de Sacha remplissaient la salle d'audience. Leur chagrin était palpable alors qu'ils revivaient les détails horrifiants de ces derniers instants. Duxbury, qui n'a montré aucun remords, a clamé son innocence et tenté de rejeter la faute sur d'autres, mais les preuves étaient accablantes. Le jury n'a délibéré que 5 heures avant de le déclarer coupable de meurtre au premier degré, de tentative d'agression sexuelle et de cambriolage. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, garantissant qu'il ne ferait plus jamais de mal à une autre victime innocente. La mère de Sacha s'est avancée devant la cour, la voix tremblante mais déterminée, décrivant le vide laissé dans leur vie. Les amis ont évoqué la chaleur et l'ambition de Sacha, opposant l'avenir radieux qu'il attendait à l'obscurité de sa fin. Le comportement froid et détaché de Duxbury pendant ses témoignages a ajouté une couche supplémentaire de douleur à ceux qui cherchaient à tourner la page. L'affaire a servi de rappel glaçant sur la façon dont les prédateurs peuvent se cacher à la vue de tous, même sous le masque de la protection. L'image obsédante des derniers instants de Sacha et de sa lutte pour survivre a laissé une marque indélébile sur la communauté et au-delà. Mais si cette trahison de confiance vous a choqué, l'affaire suivante va encore plus loin. Martin Muniz, un homme qui s'en est pris à ceux qui lui étaient les plus proches. Je suis sérieux, je ne suis pas fou. Et vous pouvez aller à l'adresse et le vérifier. L'adresse est le 3719 McCourt. Je veux que vous me menotiez d'abord. Tout a commencé comme une soirée ordinaire de janvier 2023 sur McCourt à Cleveland, où un quartier paisible s'est transformé en cauchemar. 4 membres d'une même famille ont été brutalement abattus chez eux, et une fillette de 8 ans a été grièvement blessée mais s'accrochait à la vie. L'assaillant ? Un proche en qui ils avaient autrefois confiance, Martin Muniz. Ce massacre n'était pas un acte aléatoire. C'était une explosion de violence calculée qui a choqué toute une communauté. La relation de Muniz avec sa famille avait toujours été tendue. Il se disputait souvent avec eux, à cause de vexations ressenties et de tensions non résolues. Le 13 janvier 2023, Martin Muniz est arrivé au domicile familial animé par un désir de vengeance. Armé d'un pistolet, il s'est d'abord retourné contre son père, le tuant d'une balle tirée à bout portant. Sa sœur, le compagnon de celle-ci, et leur mère ont suivi, tous abattus de sang-froid. Pouvez-vous redire les noms des personnes qu'il a dit avoir tuées? C'est sa sœur, elle s'appelle Angélique. Le mari, Ton. 2 enfants. Alors que le chaos éclatait, Muniz a braqué son attention sur la plus jeune membre de la famille, une fillette de 8 ans. Bien que grièvement blessée, elle a réussi à survivre à l'épreuve, devenant le témoin clé de cette tragédie inimaginable. Muniz ne s'est pas enfui immédiatement. Au lieu de cela, il est sorti de la maison avec un calme glaçant, comme si rien ne s'était passé.
La police a arrêté Muniz plus tard dans la soirée, à quelques rues seulement de la scène du crime. Lors de l'interrogatoire, il n'a montré aucun remords, rejetant plutôt la faute de ses actes sur des tourments intérieurs et de vieux griefs familiaux. Les enquêteurs ont rapidement reconstitué le déroulement des événements grâce aux preuves médico-légales, aux déclarations des témoins et aux témoignages de la fillette survivante. Eh bien, j'ai essayé de tuer la famille de ma sœur, mais 2 d'entre eux ont eu de la chance et ont survécu. Le casier judiciaire de Muniz révélait un passé sombre, incluant un lien avec un meurtre non résolu de 2013 dans le New Jersey. Cette révélation dressait un portrait plus clair d'un homme au passé violent, dont la rage avait désormais débordé en un massacre. Sa propre confession a scellé son sort, puisqu'il a admis avoir appuyé sur la gâchette dans un moment de colère incontrôlable. Au tribunal, les détails du crime ont stupéfié même les procureurs les plus chevronnés. La défense de Muniz a tenté d'arguer une responsabilité diminuée, invoquant une instabilité mentale. Mais le jury n'a pas été convaincu. Le verdict, coupable de tous les chefs d'accusation de meurtre, de tentative de meurtre et de multiples charges connexes. Muniz a été condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle, une peine que certains membres de la famille ont jugée encore trop clémente au vu des horreurs infligées. La famille est maintenant venue du monde entier pour dire au revoir et être présente alors que la petite Yana, âgée de 8 ans, continue de se battre. Les membres des familles des victimes ont exprimé leur chagrin et leur colère, un proche qualifiant même Muniz de monstre déguisé. La survivante de 8 ans, désormais suivie en thérapie, devra affronter toute une vie de traumatisme, hantée par les souvenirs de cette nuit-là. Le suspect semblait... Bien sûr. Sourire lorsque le procureur évoquait ses victimes. Muniz, quant à lui, est resté impassible, son absence de remords ne faisant qu'accentuer la douleur de ceux qui restent. À l'extérieur du tribunal, voisins et amis ont allumé des bougies et organisé des veillées en mémoire de la famille assassinée, peinant à accepter qu'un tel mal ait pu vivre parmi eux. Cette affaire a laissé une cicatrice indélébile sur la communauté, rappel glaçant de la profondeur que peut atteindre la trahison. L'affaire suivante porte le harcèlement à un tout autre niveau. Joshua Stimson ne s'est pas contenté de prendre une vie. Son comportement calculé et obsessionnel a révélé un prédateur terrifiant, prêt à tout pour contrôler sa victime. Josh Stimson est devenu de plus en plus menaçant après que Molly a mis fin à leur relation et il s'est présenté à sa salle de sport ce jour-là. Molly McLaren était une jeune femme brillante et ambitieuse de 23 ans, avec tout son avenir devant elle. Elle adorait le fitness, poursuivait des études en santé et nutrition et illuminait la vie de tous ceux qui l'entouraient. Mais sous la surface de sa vie heureuse se cachait une ombre sombre. Joshua Stimson, un homme passé d'une connaissance charmante à un harceleur acharné. Leur rencontre sur Tinder semblait inoffensive au début, mais elle allait se transformer en un cauchemar qui s'est terminé par une tragédie inimaginable. Molly et Joshua ont commencé à sortir ensemble en novembre 2016, mais la relation s'est rapidement détériorée. Stimson faisait preuve d'un comportement obsessionnel et contrôlant, l'inondant de messages, surveillant ses réseaux sociaux et réagissant avec colère lorsque les choses n'allaient pas dans son sens. Molly a mis fin à la relation en juin 2017, mais Stimson a refusé d'accepter sa décision. Il s'est très vite transformé en un personnage vraiment méchant et manipulateur. Elle était bouleversée tous les jours. Son harcèlement a rapidement pris de l'ampleur. Il a commencé à publier des messages énigmatiques sur Facebook, mentionnant Molly par son nom et laissant entendre qu'elle était volage. Il la suivait également dans des lieux publics, y compris à sa salle de sport, où la vidéosurveillance l'a ensuite montré en train de l'observer à chacun de ses mouvements. Malgré les tentatives de Molly pour couper les ponts et même après avoir signalé Stimson à la police, il a continué à se fixer sur elle, transformant sa vie en un état constant de peur et d'anxiété. Lorsque les caméras de vidéosurveillance ont filmé Stimson en train de suivre Molly jusque dans une salle de sport du quartier des Docks à Chatham, il était déjà coupable de l'avoir harcelée. Le 29 juin 2017, Molly a décidé d'aller s'entraîner à la salle de sport de Chatham, dans le Kent, espérant retrouver un semblant de normalité. Sans qu'elle le sache, Stimson l'attendait sur le parking, ayant minutieusement planifié son attaque. La vidéosurveillance a capté son comportement glaçant alors qu'il la suivait à l'intérieur, restant proche tout en gardant ses distances, tel un prédateur traquant sa proie. Lorsque Molly a quitté la salle de sport et est montée dans sa voiture, Stimson est passé à l'attaque. Armé d'un couteau qu'il avait acheté quelques jours plus tôt, il s'est introduit de force dans son véhicule et a commencé une attaque d'une violence inouïe. Molly s'est battue désespérément pour s'échapper, mais la rage de Stimson était implacable. Lorsque les secours sont arrivés, Molly avait succombé à ses blessures. Elle avait été poignardée plus de 75 fois. Stimson a été arrêté sur les lieux, couvert de sang et sans aucun remords. Au cours de son procès, l'accusation a présenté une montagne de preuves, démontrant son intention calculée, allant de ses comportements de harcèlement à l'achat de l'arme du crime. La défense de Stimson a plaidé l'irresponsabilité pénale, invoquant une instabilité mentale, mais le jury a rejeté cet argument sans hésiter. Stimson a affirmé souffrir d'un trouble mental, mais le jury a conclu qu'il s'agissait d'un meurtre.
En février 2018, Joshua Stimson a été reconnu coupable du meurtre de Molly et condamné à la réclusion à perpétuité, avec une peine minimale de 26 ans. Le juge a qualifié ces actes d'attaque brutale et prolongée, motivés par un besoin de contrôle et de vengeance. Au début, nous étions tous les deux vraiment forts et présents l'un pour l'autre. Mais maintenant, Doug semble être seul. La famille et les amis de Molly ont partagé des souvenirs d'une jeune femme pleine de vie, arrachée trop tôt, leur chagrin étant palpable alors qu'ils faisaient face à l'homme responsable. L'une des associations impliquées a déclaré « C'est une catastrophe annoncée ». Mais ce n'est pas une catastrophe, elle a déjà eu lieu. Stimson n'a montré aucun remords, son attitude froide ne faisant qu'accentuer la douleur de ceux qui pleuraient la perte de Molly. Cette tragédie a mis en lumière les défaillances systémiques dans la protection des victimes de harcèlement, suscitant de nombreux appels à un changement dans la manière dont les autorités gèrent de tels cas. Depuis, les parents de Molly ont consacré leur vie à sensibiliser au harcèlement et à soutenir d'autres familles touchées par des crimes similaires. Cette affaire demeure un rappel glaçant de la rapidité avec laquelle l'obsession peut devenir mortelle et des conséquences dévastatrices pour ceux qui restent. Ces harceleurs en ligne pensaient à pouvoir contrôler, manipuler et même détruire des vies derrière un écran. Mais au final, leur obsession les a menés tout droit en prison. Leur condamnation apporte peut-être une forme de justice, mais les cicatrices qu'ils ont laissées ne s'effaceront jamais. Et le plus effrayant, il y en a d'autres comme eux dehors. La prochaine vidéo à l'écran vous plonge encore plus profondément dans des affaires troublantes où l'obsession est devenue mortelle. Restez avec nous.